zu werden, die ist doch sehr groß. Ich würde sagen, ja. Nicht? Ja. Und ich weiß nicht, ob er sich das so vorgestellt hat an dem Tag, als er zum ersten Mal die SS-Uniform angezogen hat. Das ist am bezeichnendsten für die Persönlichkeit Klaus Barbier, dass er respektiert wurde. Wir hatten vorher einen, das war der Frosch. Den konnte keiner leiden. Der hatte so Klubschaugen und der hatte auch einen fiesen Charakter. Ja. Der hat Prügel bekommen, wenn er mit nationalsozialistischen Parolen kam. Aber wirklich. Ja. Und jetzt kam Klaus Barbier. Da war der Bann, möchte ich sagen, gebrochen. Und dann kamen die anderen hinzu. Ja, ja, ja. Pendant cette période qui allait de 40 à 45, on savait qu'il se passait des choses, on le savait, mais à part 1944 où vraiment ça commençait à vraiment se découvrir, puisqu'il commençait de plus en plus aux abois et donc il prenait beaucoup moins de précautions, mais pendant les années 41, 42, 43, on voyait très peu de choses malgré tout dans les rues. Ich wollte, ich wär ein Huhn, ich hätte viel zu tun. Ich legte morgens nur ein Ei und nachmittags wär ich frei. Mich brauchte nie mehr ins Büro, nie mehr ins Büro. Ich wäre dämlich, aber froh, wenn ich widerspricht. C'était presque par hasard si on voyait des arrestations. Mais on savait que c'était déjà la police allemande qui était là-bas. Ah oui, bien sûr. Police secrète allemande. Oui. Barbie m'apparaît pour la première fois, je crois, je ne suis pas sûr, au mois de mars 43. À ce moment-là, tous les gens arrêtés par la police française étaient présentés à la Gestapo à l'hôtel Terminus. Il avait une réputation implacable, oui, d'être implacable, d'être quelqu'un qui réussissait bien, qui était très fort, qui avait à sa disposition des forces énormes, qui pouvait entrer partout et qui était implacable. Il faisait peur déjà. Dans notre cellule où nous étions 4, 2 d'entre nous ont été amenés à l'hôtel Terminus pour un interrogatoire. Ils étaient 3, ils nous ont posé des questions sur la base du dossier qu'ils avaient reçu de la police française. J'ai reçu une gifle et on nous a ramenés. La police française nous a repris, nous a remis en prison, d'où j'ai été d'ailleurs libéré quelques semaines après. Et des gens arrêtés, des gens avec des menottes comme ça, on en voyait quand même. Oh, ça arrivait, oui. J'en ai pas eu beaucoup, mais enfin... Puis ils allaient vite, hein. Ils traînaient pas dans l'hôtel. Ils vous ont relâché sans savoir que vous étiez résistant. Est-ce qu'ils vous ont aussi relâché sans savoir que vous étiez juif? Oui. Barbie et la Gestapo n'ont jamais su que j'étais juif. Même dans les épisodes suivants. Ils n'ont jamais su, ils n'ont jamais connu ma véritable identité. Vous êtes circoncis. Je suis circoncis. Pourtant, vous avez été torturé. J'ai été battu. Torse nu, oui. J'ai été battu. J'ai été battu à coups de matraque, à coups de gourdin, à coups de pieds de chaise, de bâton. Je me suis évanoui un nombre respectable de fois pendant les interrogatoires de M. Barbie. Oui. Mais on ne m'a jamais déshabillé, c'est tout. Et la première arrestation, ça s'est terminé comment? Le juge avait accepté l'alibi marché noir. J'ai demandé une liberté provisoire. Mais l'avocat m'a dit jamais le procureur n'acceptera parce que le procureur a bien deviné qu'il ne s'agisse pas de comparse et que c'est une affaire de résistance, il n'acceptera pas. Alors il se trouvait que je connaissais un message de la BBC, un de ces messages qui préparait des parachutages, et les messages de la BBC passaient à midi. Je suis arrivée à la porte du procureur, j'ai sonné, et je lui ai dit, je veux vous parler seul. Et voilà, je représente ici l'autorité du général de Gaulle. Vous avez, parmi les gens dont on a demandé la liberté provisoire, un monsieur Valette, vous l'avez refusé. Vous devez l'accorder avant demain matin, parce qu'autrement, vous ne verrez pas le soleil se lever. Et je vais authentifier ma demande. Ce message, vous continuerez de gravir les cimes. Vous mettrez la BBC à 7 h du soir et à 9 h. Et vous l'entendrez, donc ça sera signé. Évidemment, c'était un coup de poker. Parce que très bien, aussi bien, les avions britanniques auraient pu ne pas partir. Il pouvait y avoir du mauvais temps et donc le message ne serait pas venu. Eh bien, il est passé. Il est passé le lendemain matin. Et le procureur a pris peur. Et le procureur a pris peur. Quand on était parachuté, il y avait 2 ans que j'étais pas revenu en France. Et je dois vous dire qu'à chaque pas que je faisais dans la ville, je me demandais pourquoi
tous les gens ne me dénonçaient pas et pourquoi les agents ne venaient pas m'arrêter, parce que j'avais l'impression, c'était tellement évident que j'arrivais de Londres et d'Angleterre. Les agents de Londres qui arrivaient, on les présentait à Moulins. Je l'ai connu à Lyon le 1er août 1942. Vous aviez quel âge? J'avais 22 ans. C'était une journée d'une chaleur absolument écrasante, et d'autant plus écrasante que j'avais rendez-vous avec lui à 2 heures de l'après-midi. La dame qui nous a ouvert nous a fait rentrer dans le salon. C'était une très grande pièce. Il y avait un homme qui était assis sur un fauteuil au milieu de la pièce, et il avait rapproché une chaise, et sur la chaise, il y avait des papiers qu'il était en train de regarder. Et il nous a regardé, il s'est levé, il est venu vers nous très souriant, et il m'a demandé « Est-ce que vous avez fait mon voyage ?» Je lui ai dit « Oui. » Et il m'a dit « Est-ce que vous êtes libre à dîner ?» J'ai dit « Oui. » Et la première parole, je me souviens de Jean Moulin, il y avait une banquette, n'est-ce pas, qui faisait face à la porte. Et je m'étais assis en face de lui. Alors on nous a apporté le menu, et je ne sais pas pourquoi, il m'a dit « Mais qu'est-ce que vous voulez boire ?» Et j'ai dit « De l'eau Perrier ». Aujourd'hui, je serais incapable de dire pourquoi de l'eau Perrier, peut-être parce que je n'en avais pas bu depuis 2 ans. Il m'a dit « Ah non, jamais d'eau gazeuse pendant les repas, ça fait mal à l'estomac. » Évidemment, quand je vois lycée Jean Moulin, ou place Jean Moulin, je n'établis aucun rapport, aucune relation avec l'être que j'ai connu, parce que pour moi, 40 ans après, il reste mon patron. Vous étiez amis? Ah, mais je l'aimais, je l'admirais, mais je ne me permettrai pas, même aujourd'hui, de dire que c'était mon ami. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège, avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé. Je l'ai vu le 15, pour la dernière fois, le 15 juin, c'est-à-dire 6 jours avant son arrestation. Je me souviens encore, ça c'était au Coq-Hardy, un tout petit bistrot de Lyon, et près de la place Bellecour. Et là, il était très fatigué. Et à un moment, je le voyais si fatigué, je lui ai dit, mais écoutez, il faut absolument que vous preniez des vacances. Et il s'est retourné vers moi, un peu brusquement, mais il m'a dit, mais comment pouvez-vous parler de vacances au moment où il y a tout à faire? Et puis d'abord, peut-être que dans 15 jours, on sera arrêtés, on sera tous arrêtés. Je suis le témoin avec Aubrac, mon ami Aubrac, Raymond Aubrac, que je connaissais bien avant les événements de Caluire, le seul témoin, encore vivant. Bon. De l'arrestation. De l'arrestation. Ils sont tous morts. Mon vieil ami André Lassagne, que vous voyez là, que je savais très engagé dans la résistance, m'avait demandé depuis de nombreux mois, éventuellement, est-ce que dans ta maison, on pouvait avoir des réunions exceptionnelles, mais d'une importance assez grande. D'accord. J'étais médecin de quartier, je recevais le jour de cabinet un certain nombre de personnes, et des allées et venues auraient pu passer inaperçues. J'ai dit à ma vieille gouvernante Marguerite, il y a M. Lassagne qui, demain, lundi, amènera des amis, vous les ferez monter dans ma chambre au-dessus, au premier étage, et puis vous les laisserez tranquilles. J'étais un familier de la maison, alors il repart, le dimanche se passe, dans la nuit du dimanche au lundi, mon ami Maurice David, que vous voyez là, qui est mort, il a couché ici, je ne lui ai même pas dit qu'il y avait une réunion le lendemain, ici. On ne peut pas m'accuser d'avoir bavardé. Hein. Je crois qu'il y a des fautes, qu'il y a eu des fautes de commises. Mais je crois que les Allemands étaient dans les circuits et pouvaient avoir connaissance de cette réunion. Nous sommes arrivés en retard avec Jean Moulin au rendez-vous que Jean Moulin avait organisé et fixé. Et nous étions dans la salle d'attente du médecin avec des malades qui attendaient. Le docteur Dugoujon donnait sa consultation. Et quelques minutes après notre arrivée, la maison a été investie par un commando de la Gestapo. Il y avait un gars là, avec sa mitraillette, qui surveillait les opérations.
On nous prend, on nous met les menottes. Et une mitraillette, on est obligé de tempérer, n'est-ce pas? Vous savez ce que c'est, la force. Alors je lui tends les mains, il me donne un coup de pied dans le bas-ventre, je vous demande pardon, madame. Je n'ai rien senti. Rien. Bon, on ne sent rien à certains moments de la vie. On ne sent pas la douleur. Est-ce que vous savez que c'est Barbie, en personne qui est là? Non, ils ne se présentent pas. Ils arrivent avec leur mitraillette. Il m'emmène là-bas dans le petit salon. Je vois 4 ou 5 personnes du quartier qui, l'une me dit, oh mon pauvre docteur, oh là mais qu'est-ce qui se passe? Bon, et le premier à ma gauche, à l'entrée, me dit, je m'appelle Jacques Martel. C'était Jean Moulin. Je ne connaissais pas. Au bout là-bas, il y avait un garçon que je connaissais bien, Raymond Aubrac. Il me semble qu'il y avait des hommes en uniforme autour de la maison. Barbie lui-même, je ne peux pas vous dire s'il était ou s'il n'était pas en uniforme. Vous y étiez, vous, à la réunion de Caluire? Oui, Et selon Barbie, vous aviez un revolver? Le seul à avoir un revolver qui était fourni par Klaus Barbie. J'ai toujours été Barbie. armé, si vous ne le savez pas. J'ai toujours été armé. Car j'ai toujours pensé que je faisais la guerre. On m'en a fait reproche dès avant la réunion de Caluire. Bon, bref, il m'a mis les mains dans le dos. Je vous dis ça à propos de Hardy, qui n'a eu après qu'un cabriolet, vous le savez. Bon. Et cette histoire de menottes? L'histoire de menottes, il y a une déposition où Allemand, où Stengrip dit qu'il n'avait pas assez de menottes. Bon, alors donc, dans les mystères qui subsistent ou qui ne subsistent pas, vous êtes de ceux qui sont absolument convaincus de la culpabilité d'Hardy. Oui, absolument. Hardy, je voudrais qu'on revienne un peu en détail